Chapitre 26. L'inhumation. C'est peut-être à cause du crépuscule que l'apparence du procurateur avait brutalement changé. Il avait comme vieilli d'un coup, s'était voûté, et de plus, s'était pris d'anxiété. Une fois il se retourna et fut bizarrement parcouru par un frisson en jetant un regard vers le fauteuil vide, sur le dossier duquel il avait laissé sa cape. La nuit de fête approchait, les ombres du soir jouaient leur jeu et sans doute c'était juste une impression, mais le procurateur, fatigué, avait cru voir quelqu'un assis dans le fauteuil. Cédant à la lâcheté de remuer sa cape, le procurateur l'abandonna et se mit à courir sur le balcon, tantôt en se frottant les mains, tantôt en revenant vers la table pour saisir une coupe, tantôt en fixant un regard vide sur le sol de mosaïque, comme s'il essayait d'y lire on ne savait quelle lettre. C'était la deuxième fois dans la journée qu'il était pris d'angoisse. Se frottant la tempe, où de la douleur infernale du matin ne restait plus désormais qu'un souvenir lointain et comme lancinant, le procurateur essayait toujours de comprendre d'où venaient ces tortures intérieures. Il le comprit très vite, mais essaya de s'abuser lui-même. Il lui était clair qu'aujourd'hui il avait laissé passer quelque chose sans espoir de retour, et qu'à présent, cette chose perdue, il voulait la réparer, par il ne savait quelle action mesquine, insignifiante et surtout trop tardive. Surtout, le procurateur se bernait lui-même quand il essayait de se persuader que ses actions présentes, celles du soir, n'étaient pas moins importantes que la sentence du matin. Mais cela, le procurateur n'y parvenait que très mal. À l'instant de faire à nouveau demi-tour, il s'arrêta net et siffla. En réponse à ce sifflement, on entendit tonner dans le crépuscule un aboiement grave et un chien gigantesque, les oreilles pointues et le poil gris, portant un collier avec des plaques dorées, bondit du jardin sur le balcon. « Banga, Banga !» cria le procurateur d'une voix faible. Le chien se dressa sur ses pattes arrière et posa celles de devant sur les épaules de son maître en sorte qu'il faillit le renverser, et il lui lécha la joue. Le procurateur s'assit dans un fauteuil. Banga, haletant, la langue pendante, s'allongea au pied de son maître et la joie qui se lisait dans le regard du chien signifiait que l'orage, la seule chose au monde dont avait peur ce chien sans peur, était fini. Et puis qu'il était là, à nouveau, à côté de cet homme qu'il aimait, qu'il respectait et qu'il considérait comme l'être le plus puissant du monde, le maître de tous les hommes grâce auquel le chien lui aussi se considérait comme un être d'exception supérieur et spécial. Pourtant, allongé à ses pieds et sans même regarder son maître, regardant juste le soir qui tombait sur le jardin, le chien comprit aussitôt qu'un malheur était survenu à son maître. C'est pourquoi il changea de position, se releva, fit un tour et posa sa tête et ses pattes de devant sur les genoux du procurateur, marquant de sable mouillé les pans de la cape. Sans doute, les gestes de Banga devaient-ils signifier qu'il consolait son maître et qu'il était prêt à affronter le malheur avec lui. Cela, il s'efforçait aussi de l'exprimer par ses yeux, qu'il tournait vers son maître, et par ses oreilles dressées aux aguets. C'est ainsi que tous deux, l'homme et le chien, pleins d'un amour réciproque, ils accueillirent la nuit de fête sur le balcon. Pendant ce temps, l'invité du procurateur s'affairait sans mesure. Après avoir quitté la terrasse supérieure du jardin devant le balcon, il avait descendu l'escalier menant à la terrasse suivante du jardin, avait tourné à droite et avait débouché devant les casernes disposées dans l'enceinte du palais. C'est dans ces casernes que logeaient les 2 centuries arrivées avec le procurateur pour les fêtes d'Yerkalaïm, de même que la garde secrète du procurateur commandée par ce même invité. L'invité passa peu de temps dans les casernes, pas plus de 10 minutes, mais à l'issue de ces 10 minutes, 3 carrioles pleines de pelles, de pioches et d'une barrique d'eau se mettaient en route. Ces carrioles étaient convoyées par 15 hommes vêtus de capes grises, à cheval. Les carrioles que convoyaient ces hommes sortirent de l'enceinte du palais par des portes dérobées, prirent la direction du couchant, franchirent les portes de la ville et empruntèrent d'abord un sentier menant à la route de Bethléem, puis, suivant cette route vers le nord, parvinrent jusqu'au carrefour de la porte d'Hébron et s'avancèrent alors sur la route de Jaffa qu'avait empruntée au cours de la journée la procession qui conduisait les condamnés au lieu de leur supplice. À ce moment, il faisait déjà nuit et la lune montait à l'horizon. Très peu de temps après que les carrioles et ceux qui les convoyaient se furent mis en route,
l'invité du procurateur quitta à son tour, à cheval, l'enceinte du palais, non sans s'être changé pour mettre un chiton usé de couleur sombre. L'homme ne se dirigea pas vers les faubourgs, mais vers la ville. Peu après, on pouvait le voir arriver devant la forteresse Antonia disposée au nord, à proximité immédiate du grand temple. Dans le fort non plus, l'invité ne resta que peu de temps, puis on découvrit sa trace dans la ville basse, dans le lacis de ses rues étroites. Cette fois, l'invité y arrivait, à dos de mulet. Connaissant bien la ville, l'invité trouva facilement la rue qu'il cherchait. Elle portait le nom de rue grecque, du fait qu'elle abritait un certain nombre de boutiques grecques, dont l'une faisait commerce de tapis. C'est justement devant celle-ci que l'invité arrêta son mulet, mit pied à terre et l'attacha à l'anneau du portail. La boutique était déjà fermée. L'invité franchit le portillon qui se trouvait à côté de l'entrée de la boutique et se retrouva dans une petite cour en forme de lettre pi, bordée de remises. Dans la cour, l'invité tourna à l'angle, se trouva sur la terrasse en pierre d'une maison couverte de lierre et regarda autour de lui. Il faisait noir dans la petite maison, comme dans les remises, on n'avait pas encore allumé de feu. L'invité appela à voix basse. « Nisa !» À cet appel, une porte grinça, et une jeune femme non voilée parut sur la terrasse dans la semi-pénombre du soir. Elle se pencha sur la balustrade de la terrasse, scruta l'ombre avec inquiétude, cherchant qui était là. Elle reconnut le visiteur, lui répondit par un sourire enjoué, hocha la tête, fit un geste de la main. « Tu es seul ?» demanda en grec et à voix basse Afranius. « Je suis seul », chuchota la femme sur la terrasse. « Mon mari est parti ce matin pour Césarée. » Sur ce, la femme lança un regard vers la porte et ajouta en chuchotant « Mais la servante est là. » Elle fit un geste qui signifiait « Entrez ». Afranius regarda autour de lui et gravit les marches de pierre. Ensuite, la femme et lui disparurent à l'intérieur de la petite maison. Chez cette femme, Afranius ne resta qu'un temps vraiment très bref, pas plus de 5 minutes. Après cela, il quitta la maison et la terrasse, baissa son capuchon sur ses yeux et sortit dans la rue. À l'intérieur des maisons, à ce moment, on allumait déjà les lampes, la cohue en ce début de fête n'était pas encore considérable et Afranius, sur le dos de son mulet, se perdit dans le flot des piétons et des cavaliers. Personne ne sait quel chemin il emprunta ensuite. Quant à la femme qu'Afranius avait appelée Nisa, restée seule, elle se changea, et ce, en grande hâte. Pourtant, malgré tout le mal qu'elle eut à retrouver dans le noir les affaires dont elle avait besoin, elle n'alluma aucune lampe et n'appela pas sa servante. C'est seulement quand elle fut prête et qu'un voile noir lui eut couvert la tête que sa voix résonna dans la petite maison. « Si quelqu'un me demande, dis que je suis allé voir Enanta. » On entendit la vieille servante grommeler dans le noir. « Enanta ? Je la retiens, Enanta. Ton mari, il t'a bien interdit de la voir, non ? C'est une maquerelle, ton Enanta. Je le dirai à ton mari, tiens. »« Allez, tais-toi, » répliqua Nisa. Et comme une ombre, elle jaillit hors de la petite maison. Les sandales de Nisa claquèrent sur les dalles de pierre de la courette. La servante referma en grommelant la porte qui donnait sur la terrasse. Nisa était sortie de chez elle. Au même moment, d'une autre ruelle de la ville basse, une ruelle tortueuse qui descendait par degrés abrupts vers l'un des étangs de la ville, on vit sortir par le portillon d'une maison banale, dont le mur donnait sur la ruelle et les fenêtres sur la cour, un jeune homme à courte barbe soigneusement taillée, coiffé d'un kéfier blanc qui lui tombait sur les épaules, vêtu d'un talit de fête bleu ciel, orné en bas de petites franges et chaussé de sandales toutes neuves qui grinçaient. Le beau jeune homme au profil aquilin, qui s'était pomponné pour la grande fête, marchait d'un pas alerte, dépassant les piétons qui se pressaient de rentrer chez eux pour le repas de fête et regardait les fenêtres s'allumer les unes après les autres. Le jeune homme se dirigeait sur la route qui passait devant le marché vers le palais du grand prêtre Caïphe, situé au pied de la colline du temple. Peu après, on pouvait le voir franchir le portail du palais de Caïphe. Un peu plus tard encore, en ressortir. Après sa visite au palais, où brûlaient déjà les torches et les lampes et qui bouillonnait d'agitation festive, le jeune homme marchait d'un pas encore plus vif et plus joyeux.
pressé de rentrer dans la ville basse. Exactement à l'angle où cette rue débouchait sur la place du marché dans l'agitation et la cohue, il fut dépassé par une femme gracile, à la démarche comme dansante, et qu'un voile noir couvrait jusqu'aux yeux. Dépassant l'Éphèbe, cette jeune femme leva un bref instant son voile, lança un regard du côté du jeune homme, mais loin de ralentir, elle pressa le pas comme pour tenter de disparaître à la vue de celui qu'elle venait de dépasser. Le jeune homme ne se contenta pas de remarquer cette femme, non, il la reconnut. Et l'ayant reconnue, il tressaillit, s'arrêta, fixant son dos d'un regard stupéfait, et aussitôt, il s'élança à sa poursuite. Il faillit renverser un passant qui s'avançait, une cruche à la main, et haletant d'émotion, il l'appela « Nisa !» La jeune femme se retourna, plissa les yeux, un dépit mordant se lut dans son regard, et elle répondit sèchement en grec « Ah, c'est toi, Judas. Je ne t'ai pas reconnu sur le moment. Remarque, c'est bien. On dit ça chez nous, celui qu'on ne reconnaît pas, il sera riche. » Ému au point que son cœur s'était mis à battre comme un oiseau sous un voile sombre, Judas demanda dans un murmure saccadé, craignant d'être entendu par les passants. « Où vas-tu donc, Nisa ? En quoi ça te regarde ?» répondit Nisa, ralentissant et posant un regard arrogant sur Judas. Alors, on entendit dans la voix de Judas des espèces d'intonations enfantines. Il se mit à chuchoter, éperdu. « Mais comment nous nous étions mis d'accord ? Je voulais passer te voir. Tu avais dit que tu passerais toute la soirée chez toi. » « Ah non, non, » répondit Nisa en avançant sa lèvre inférieure dans une moue capricieuse, ce qui fit penser à Judas que son visage, qui était le plus beau visage qu'il ait jamais vu sur la terre, était devenu encore plus beau. « Je m'ennuyais trop. C'est jour de fête pour vous, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je reste à t'écouter soupirer sur ma terrasse ? Et avoir peur que la servante ne raconte toi mon mari ? Non, non, j'ai décidé de sortir de la ville pour aller écouter les rossignols. »« Sortir de la ville ?» demanda Judas encore plus égaré. « Toute seule ? Je pense bien toute seule, » répondit Nisa. « Permets-moi de t'accompagner, » demanda Judas le souffle court. Ses idées s'étaient troublées. Il avait tout oublié au monde et le regard implorant, il fixait les yeux bleus de Nisa, des yeux qui à présent paraissaient noirs. Nisa ne répondit rien, mais elle pressa le pas. « Pourquoi tu ne dis rien, Nisa ?» demanda Judas d'une voix plaintive en calquant son pas sur le sien. « Et si je m'ennuie avec toi ?» demanda soudain Nisa, et elle s'arrêta. Là, les idées de Judas achevèrent de s'embrouiller. « Bon, c'est bien, » s'adoucit enfin Nisa. « Viens. »« Mais où ? Attends, entrons dans cette cour et mettons-nous d'accord, parce que j'ai peur que quelqu'un que je connais puisse me voir et aille dire après que je suis sorti avec un amant. Et là, sur la place du marché, plus personne ne vit, ni Nisa, ni Judas. Ils chuchotaient sous le porche d'une cour. « Va au domaine des Oliviers », chuchotait Nisa, tirant son voile sur ses yeux et se détournant d'un homme qui, portant un seau, venait d'entrer dans la cour. « À Gethsémani, de l'autre côté du Cédron, tu as compris ? »« Oui. Moi j'irai la première, » poursuivait Nisa. « Mais toi ne me suis pas à la trace. Reste à distance. Je pars la première. Quand tu auras passé le ruisseau. Tu sais où est la grotte ? Je sais. Tu passes devant le pressoir à huile en montant et tu tournes vers la grotte. J'y serai. Mais là maintenant, je t'interdis de me suivre. Prends patience. Attends ici. » Et sur ces mots, Nisa sortit de sous le porche comme si elle n'avait jamais parlé à Judas. Judas resta seul un certain temps, essayant de rassembler ses idées qui partaient dans tous les sens. L'une de ses idées était de savoir comment il expliquerait son absence au repas de fête auprès de sa famille. Judas restait là, essayant de trouver un mensonge quelconque, mais bouleversé comme il était, il fut incapable de réfléchir ou de préparer quoi que ce soit, et ce furent ses jambes qui, d'elles-mêmes, le portèrent dans la rue. Cette fois, il avait changé d'itinéraire. Il ne courait plus vers la ville basse, il avait fait demi-tour vers le palais de Caïphe. La fête avait déjà commencé en ville. Autour de Judas, par les fenêtres, on ne voyait plus seulement les lumières, on entendait les hymnes. Les derniers retardataires pressaient leurs ânes en les fouettant et en les houspillant. Ses jambes portaient Judas d'elle-même,
et il ne remarqua pas sur son passage les tours de la forteresse Antonia moussues et terrifiantes. Il n'entendit pas le hurlement des trompettes dans le fort. Il ne prêta aucune attention à la patrouille de cavalerie romaine qui, torche brandie, inondait son chemin d'une lueur inquiétante. Après avoir dépassé la tour, Judas se retourna et vit au-dessus du temple, à une hauteur effrayante, 2 chandeliers à 5 branches qui venaient de s'allumer. Mais cela encore, Judas ne le distingua que très vaguement. Il lui sembla que 10 luminaires d'une dimension encore jamais vue s'étaient allumés sur Ierkalaïm, rivalisant d'éclat avec ce luminaire unique qui montait de plus en plus haut dans le ciel de Ierkalaïm, la lune. À présent, Judas ne remarquait plus rien. Il courait vers les portes de Gethsémani et il voulait quitter la ville au plus vite. Par moments, il lui semblait que devant lui, entre les dos et les visages de passants, il voyait miroiter une silhouette dansante, qu'elle le guidait. Mais c'était une erreur. Judas comprenait que Nisa l'avait devancé de beaucoup. Judas courut devant les boutiques de change, se retrouvant enfin aux portes de Gethsémani. Là, brûlant d'impatience, il fut malgré tout obligé de s'attarder. Des dromadaires suivis d'une patrouille militaire syrienne entraient en ville, et Judas les maudit en silence. Mais tout a une fin. L'impatient Judas avait franchi l'enceinte de la ville. À main gauche, Judas vit un petit cimetière et quelques tentes rayées de pèlerins. Traversant la route poussiéreuse inondée par la lune, Judas courut jusqu'au Cédron afin de le traverser. L'eau clapotait doucement sous les pieds de Judas. Sautant de pierre en pierre, il finit par atteindre la berge opposée, celle de Gethsémani, et à sa grande joie, il vit que la route qui longeait les jardins était déserte. Les portes à moitié détruites de l'Oliveraie se dessinaient déjà tout près. Après la touffeur de la ville, Judas fut saisi par l'odeur enivrante de la nuit de printemps. Le parfum des myrtes et des acacias venus du jardin de Gethsémani débordait par vagues sur la palissade. Personne ne gardait les portes. Il n'y avait personne. Et quelques minutes plus tard, Judas courait dans l'ombre mystérieuse de larges oliviers aux branches lourdes. Le chemin était en pente. Judas montait, le souffle lourd, sortant parfois de la nuit pour se retrouver dans les lacis des tapis de la lune qui lui rappelaient ces tapis qu'il avait vus dans la boutique de ce jaloux qu'était le mari de Nisa. Quelques minutes plus tard, à main gauche de Judas apparut dans une clairière le pressoir à huile avec sa lourde meule de pierre et un morceau de barrique. Le jardin était désert. Les travaux s'étaient achevés au couchant et à présent, les chœurs de rossignol s'égosillaient au-dessus de Judas. Le but de Judas était proche. Il savait qu'à sa droite, dans le noir, là, maintenant, il entendrait le murmure étouffé de l'eau qui tombait dans la grotte. Et justement, il l'entendit. L'air allait se rafraîchissant. Alors il ralentit ses pas et cria à mi-voix « Nisa !» Mais à la place de Nisa, se détachant d'un gros tronc d'olivier, c'est la silhouette musculeuse d'un homme qui jaillit sur le chemin, et quelque chose brilla dans sa main et s'éteignit aussitôt. Judas, dans un cri étouffé, voulut s'enfuir, mais là, un deuxième homme lui barra le passage. Le premier, celui qui était devant, demanda à Judas « Combien tu viens de toucher ? Réponds si tu veux vivre. » L'espoir surgit dans le cœur de Judas et il cria désespéré « 30 tétradrachmes ! 30 tétradrachmes ! Tout ce que j'ai touché, je l'ai là. Voilà l'argent, prenez, mais laissez-moi la vie. » À l'instant, l'homme de devant arracha la bourse des mains de Judas. À la même seconde, un couteau jaillit dans le dos de Judas et comme l'éclair, il frappa l'amoureux sous l'omoplate. Judas fut jeté vers l'avant, projetant devant lui ses mains aux doigts recroquevillés. L'homme de devant reçut Judas sur son poignard qui lui enfonça jusqu'à la garde, dans le cœur. « Nisa » marmonna Judas, d'une voix qui n'était plus jeune, pure et haute, celle qui avait été la sienne, mais d'une voix lourde, pleine de reproches. Et il n'émit plus aucun son. Son corps cogna si fort contre la terre que celle-ci gronda.
Alors une troisième silhouette apparut sur le chemin. Ce troisième-là portait une cape à capuchon. « Faites vite », ordonna-t-il. Les assassins se hâtèrent de ranger dans un morceau de cuir la bourse avec la note que le troisième leur avait donnée et le ficelèrent en croix. Le deuxième fourra le paquet sous le revers de son chiton. Les deux assassins s'enfuirent à toutes jambes de part et d'autre du chemin et les ténèbres les engloutirent parmi les oliviers. Le troisième, lui, s'accroupit auprès du mort et le dévisagea. Dans l'ombre, celui qui regardait le vit plus blanc que de la craie et d'une beauté comme divine. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus âme qui vive sur le chemin. Le cadavre gisait, les bras en croix. Le pied gauche était pris dans une tache de lune, en sorte que l'on voyait distinctement chaque lanière de sa sandale. Pendant ce temps, tout le jardin de Gethsémani retentissait du chant des rossignols. Personne ne sait où se rendirent les deux assassins de Judas, mais on connaît le chemin du troisième homme, l'homme au capuchon. Quittant le sentier, il s'était dirigé vers le bosquet d'oliviers en marchant vers le sud. Il franchit la palissade du jardin, loin des portes principales, à l'angle méridional, là où des pierres qui couronnaient le mur étaient tombées. Bientôt, il fut sur le bord du Cédron. Là, il entra dans l'eau. Et c'est dans l'eau qu'il s'avança durant quelques minutes, le temps d'apercevoir au loin la silhouette de 2 chevaux et celle d'un homme qui les gardait. Les chevaux, eux aussi, attendaient dans le courant. L'eau ruisselait, lavant leurs sabots. L'écuyer enfourcha l'une des bêtes, l'homme au capuchon monta sur l'autre, et lentement ils suivirent le courant et l'on entendait le bruit des pierres sous les sabots des chevaux. Ensuite, les cavaliers sortirent de l'eau, grimpèrent sur la berge de Yerkalaïm et allèrent au pas, longeant le mur de la ville. Là, l'écuyer s'écarta, galopant vers l'avant et disparut, et l'homme au capuchon arrêta son cheval, mit pied à terre sur une route déserte, ôta sa cape, la retourna, sortit de sous sa cape un casque plat et sans plumet, et s'en coiffa. Ce fut alors un homme en chlamyde militaire, un glaive court au côté qui sauta sur sa monture. Il tira sur les rênes et le fougueux cheval de cavalerie partit au trot, secouant son cavalier. Il n'y avait pas long à parcourir, le cavalier gagna les portes sud de Yerkalaïm. La flamme inquiète des torches dansait et bondissait sous l'arche de la porte. Les soldats de garde de la 2e centurie de la Légion fulminante, assis sur des bancs de pierre, jouaient aux osselets. Apercevant le cavalier qui entrait, les soldats bondirent de leur place. Le militaire leur fit un geste et entra dans la ville. Les feux de la fête inondaient toute la ville. Par toutes les fenêtres, on voyait jouer la flamme des chandeliers et partout, se mêlant en un chœur fluctuant, résonnaient les hymnes. Regardant de loin en loin par les fenêtres qui donnaient sur la rue, le cavalier pouvait voir des gens installés à des tables de fête couvertes de chevreaux fumants, de coupes de vin au milieu de plateaux d'herbes amères. Sifflotant une petite chanson, le cavalier au trot, sans se presser, avançait le long des rues désertes de la ville basse, se dirigeant vers la tour Antonia, lançant de loin en loin un regard sur ces 2 chandeliers à 5 branches jamais vus au monde qui brûlaient au-dessus du temple, ou sur la lune, pendue encore plus haut que ces 2 chandeliers. Le palais d'Hérode le Grand ne prenait aucune part à la nuit de Pâques. Dans les pièces de service du palais, orientées au sud, là où étaient logés les officiers de la cohorte romaine et le légat de la Légion, brûlaient des torches. On sentait de la vie, du mouvement. La partie frontale, la partie d'apparat où se trouvait l'unique et involontaire occupant du palais, le procurateur, était, elle, tout entière avec ses colonnes et ses statues dorées comme aveuglée sous une lune éclatante. Là, à l'intérieur du palais, régnait la nuit et le silence. Et le procurateur, comme il l'avait confié à Afranius, n'avait pas voulu se retirer à l'intérieur, il s'était fait dresser un lit sur le balcon, là même où il avait dîné et où, le matin, il avait mené son interrogatoire. Le procurateur était étendu sur sa couche, mais le sommeil se refusait à lui. La lune, dénudée, restait tout en haut immobile dans le ciel et le procurateur avait, durant de longues heures, gardé les yeux fixés sur elle. C'est seulement aux environs de minuit que le sommeil prit pitié de l'hégémon.
Sur un bâillement convulsif, le procurateur dégrafa sa cape et s'en défit, ôta le ceinturon portant le large poignard d'acier dans son fourreau qui lui saignait sa chemise, le posa sur un fauteuil au chevet de sa couche, enleva ses sandales et s'allongea. Banga se leva aussitôt, il monta sur le lit, se coucha à ses côtés, tête contre tête, et le procurateur, la main posée sur le cou du chien, ferma enfin les yeux. C'est alors seulement que le chien s'endormit aussi. La couche était dans la pénombre, cachée de la lune par les colonnes, mais un long ruban de lune s'étendait des marches du perron jusqu'au lit. Et sitôt que le procurateur eut perdu le lien avec ce qui l'entourait dans la réalité, il s'avança le long de ce chemin de lumière et le suivant, il se mit à monter vers la lune. Dormant, il éclata d'un rire de bonheur. Que tout se soit arrangé d'une façon si belle et si unique sur ce chemin translucide et bleu ciel. Il marchait accompagné de Banga, et il avait à ses côtés le philosophe vagabond. Ils débattaient de quelque chose de très complexe et de très important, et aucun ne parvenait à avoir raison de l'autre. Ils ne tombaient d'accord sur rien, mais c'est ce qui rendait leur débat si passionnant et si interminable. Il va de soi que le supplice de la journée n'avait été qu'un simple malentendu, puisque le philosophe qui avait imaginé cette chose aussi invraisemblablement inepte d'affirmer que tous les hommes sont bons, il marchait près de lui, et donc était vivant. Et bien entendu, la seule pensée qu'un homme pareil ait pu être exécuté était épouvantable. L'exécution, elle n'avait pas eu lieu, non, pas eu lieu. Voilà ce qui faisait le charme de ce voyage sur l'escalier de la lune. On avait tout le temps libre qu'on voulait. L'orage n'éclaterait que le soir. Et la lâcheté, sans le moindre doute, était l'un des vices les plus terribles. Voilà ce que disait Yéjoie à Nosri. Non, philosophe, je ne suis pas d'accord, c'est le plus terrible de tous les vices. Tiens, par exemple, celui qui est à présent procurateur de Judée et qui a été tribun de Légion, il n'a pas eu peur alors dans la vallée aux Vierges quand les Germains enragés avaient quasiment déchiqueté le géant mort au rat. Mais par pitié, philosophe, comment pouvez-vous donc, intelligent comme vous l'êtes, imaginer que le procurateur de Judée irait détruire sa carrière pour un homme coupable de crime contre César ? Si, gémissait et sanglotait Pilate dans son sommeil. Bien sûr qu'il la détruirait. Ce matin, il ne l'aurait pas fait, mais là, maintenant, cette nuit, tout bien pesé, il consentait à la détruire. Il était prêt à tout pour sauver du supplice ce rêveur fou, ce médecin qui est d'une innocence totale. Maintenant, nous serons toujours ensemble, lui disait dans son rêve le philosophe vagabond et loqueteux qui, allait savoir comment, s'était retrouvé sur le chemin du chevalier à la lance d'or. Si l'un est là, c'est que l'autre est là. On parle de moi, on parle de toi tout de suite. Moi, un enfant trouvé, le fils de parents inconnus, et toi, le fils d'un roi astrologue et de la fille du meunier, de la belle Pila. Oui, toi, ne m'oublie pas, parle de moi, le fils de l'astrologue, demandait Pilate dans son sommeil. Et fort du hochement de tête dans son sommeil du mendiant dans sa ride qui marchait avec lui, le cruel procurateur de Judée pleurait et riait de joie dans son sommeil. Tout cela était bel et bon, mais le réveil de l'hégémon fut d'autant plus terrible. Banga se mit à grogner contre la lune, et la route bleu ciel glissante comme passée à l'huile s'effondra devant le procurateur. Il ouvrit les yeux et la première chose dont il se souvint fut que l'exécution avait eu lieu. La première chose que fit le procurateur, ce fut par réflexe d'agripper le collier de Banga, puis de ses yeux malades, il chercha la lune et vit qu'elle s'était un petit peu éloignée et était devenue argentée. Sa lumière luttait contre une lumière désagréable, inquiète, qui jouait sur le balcon juste devant ses yeux. Une torche brûlait et fumait entre les mains du centurion mort au rat. Celui qui la tenait lorgnait avec crainte et colère l'animal dangereux qui s'apprêtait à lui bondir dessus. « Banga, au pied !» dit le procurateur d'une voix malade, et il toussota. Levant la paume pour se protéger de la flamme, il poursuivit. « Même la nuit, même sous la lune, je n'ai pas de repos. Oh Dieu, vous aussi, vous faites un mauvais métier, Marcus. Vous estropiez les soldats. » C'est avec la stupeur la plus profonde que Marcus considérait le procurateur,
et celui-ci reprit ses esprits. Pour effacer les paroles superflues qu'il avait prononcées dans son demi-sommeil, le procurateur dit « Ne m'en veuillez pas, centurion. Moi, ma position, je le répète, est encore pire. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Le chef des services secrets demande audience, rapporta tranquillement Marcus. « Appelez-le, appelez-le !» ordonna le procurateur, en toussant pour s'éclaircir la gorge, et de ses pieds nus il se mit à chercher ses sandales. La flamme joua sur les colonnes, les caligae du centurion claquèrent sur la mosaïque. Le centurion sortit dans le jardin. « Même sous la lune, je n'ai pas de repos », se dit le procurateur, grinçant des dents. Sur le balcon, l'homme au capuchon remplaça le centurion. « Banga, au pied !» dit doucement le procurateur en appuyant sur la nuque du chien. Avant de commencer à parler, Afranius, comme à son habitude, regarda autour de lui, recula dans la pénombre, et après s'être assuré qu'il n'y avait personne sur le balcon à part Banga, dit à voix basse « Je vous demande de me faire passer en jugement, procurateur. Vous aviez raison, je n'ai pas su protéger Judas de Kériote. Il a été assassiné. Je demande à être jugé et démis de mes fonctions. » Afranius eut l'impression de se retrouver sous le regard de 4 yeux, les yeux d'un chien et ceux d'un loup. Afranius sortit de sous sa chlamyde une bourse couverte de 100 cahiers et scellée de 2 sceaux. C'est ce sac d'argent que les assassins ont jeté chez le grand prêtre. Le sang sur ce sac est celui de Judas de Kériote. « Combien y a-t-il dedans, je me demande ?» s'enquit Pilate, se penchant vers le sac. 30 tétradrachmes. Le procurateur fit un petit rictus et dit « C'est chiche. » Afranius se taisait. « Où est la victime ?»« Ça, je l'ignore, » répondit avec une dignité tranquille l'homme qui ne quittait jamais son capuchon. « Nous lancerons notre enquête ce matin. » Le procurateur tressaillit, lâcha le lacet de ses sandales qu'il n'arrivait absolument pas à nouer. « Mais vous êtes sûr qu'il a été assassiné ?» À cela, le procurateur reçut une réponse sèche. « Procurateur, voilà 15 ans que je travaille en Judée. Je suis entré en fonction sous Valerius Gratus. Je n'ai pas besoin d'avoir vu un cadavre pour savoir qu'un homme a été tué, et je vous affirme que celui qu'on appelait Judas natif de Kériote a bien été tué il y a quelques heures. »« Pardonnez-moi, Afranius, » répondit Pilate. « Je ne suis pas encore bien réveillé. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Je dors mal. » Le procurateur eut un rictus. « Je vois toujours en rêve le rayon de la lune, c'est tellement drôle, imaginez. Comme si je me promenais sur ce rayon. Et donc je voudrais connaître vos conjectures sur cette affaire. Où avez-vous l'intention de chercher le corps ? Asseyez-vous, chef de mes services secrets. » Afranius s'inclina, approcha son fauteuil du lit et s'assit, faisant teinter son glaive. « J'ai l'intention de le chercher aux environs du pressoir à huile dans le jardin de Gethsémani. »« Bon. Et pourquoi là, précisément ? » Hégémon, selon mes calculs, Judas n'a pas été tué dans l'enceinte de Yerkalaïm, mais quelque part, pas très loin. Il a été tué à côté de Yerkalaïm. Je vous considère comme l'un des meilleurs experts dans votre domaine. Je ne sais pas ce qu'il en est à Rome, mais dans les colonies, vous n'avez pas votre égal. Expliquez-moi pourquoi. Il m'est absolument impossible d'admettre l'idée, dit Afranius à voix basse, que Judas soit tombé aux mains d'hommes douteux dans l'enceinte de la ville. Dans la rue, on n'égorge pas en secret. Donc il aurait fallu qu'on l'attire quelque part dans une cave. Mais les gardes le cherchaient déjà dans la ville basse, et sans aucun doute, on l'y aurait trouvé. Or, il n'est pas en ville, je vous en réponds. S'il avait été tué loin de la ville, cette bourse d'argent n'aurait pas pu être déposée si vite. Il a été tué près de la ville. On aura su l'attirer hors de la ville. Je n'arrive pas à comprendre par quel moyen. Oui, procurateur, c'est la question la plus ardue de cette affaire. J'ignore même si je parviendrai à la résoudre. Vraiment, c'est un mystère. Un soir de fête, un croyant qui sort de la ville, on ne sait pas pourquoi, quittant son repas pascal, et qui se fait tuer. Qui aura pu l'attirer ? Et comment ? Ne serait-ce pas une femme ? Demanda le procurateur sous le coup d'une inspiration soudaine. Afranius répondit
pesant tranquillement ses mots. « En aucun cas, procurateur. Cette possibilité est totalement exclue. Il faut raisonner logiquement. Qui avait intérêt à la mort de Judas? Je ne sais quel rêveur vagabond, un petit cercle dans lequel, d'abord et avant tout, il n'y avait pas de femme. Pour se marier, procurateur, il faut de l'argent. Pour mettre un homme au monde, il en faut aussi. Mais pour assassiner un homme avec la complicité d'une femme, il faut beaucoup d'argent. Et aucun de ces vagabonds n'en a. Il n'y a pas eu de femme dans cette affaire, procurateur. Je dirais plus, une telle explication de l'assassinat ne peut que brouiller les pistes, gêner l'enquête et m'en faire perdre le fil. « Je vois que vous avez entièrement raison, Afranius, » dit Pilate. « Je me permettais juste d'émettre une supposition. »« Et qui est là, c'était fausse, procurateur. »« Qu'en est-il donc, alors ?» s'exclama le procurateur, fixant le visage d'Afranius avec une curiosité avide. « Je pense que c'est une fois de plus l'argent. »« Une pensée remarquable, mais qui aurait pu lui proposer de l'argent cette nuit hors les murs de la ville. Et pourquoi ? » « Oh non, procurateur, pas de cette façon. Je n'ai qu'une seule hypothèse, et si elle est infondée, je crois que je ne trouverai pas d'autre explication. » Afranius se pencha plus près vers le procurateur et poursuivit en chuchotant. « Judas voulait cacher son argent dans un endroit secret qu'il était seul à connaître. » Explication très fine. C'est sans doute ainsi que ça s'est passé. Maintenant je vous comprends. Ce qui l'a fait sortir, ce n'est pas tel ou tel, c'est son idée à lui. Oui, c'est ça. Oui, Judas était méfiant, il cachait son argent à tout le monde. Oui, vous l'avez dit, à Gethsémani. Mais pourquoi est-ce précisément là que vous voulez le chercher? Cela, je l'avoue, je n'arrive pas à le comprendre. Oh, procurateur, c'est simple comme bonjour. Personne n'ira chercher son argent sur la grande route, dans des endroits déserts et découverts. Judas ne se trouvait ni sur la route d'Hébron, ni sur la route de Béthanie. Il devait se trouver dans un endroit secret, protégé, avec des arbres, c'est si simple. Or, des endroits de ce genre, en dehors de Gethsémani, à Yerkalaïm, il n'y en a pas. Et il n'a pas pu aller bien loin. Vous m'avez entièrement convaincu. Et donc, maintenant, que faire ? Je vais immédiatement lancer les recherches pour retrouver les assassins qui ont suivi Judas hors les murs, et moi-même, pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, je me présenterai devant le tribunal. En quel honneur ? Ma garde l'a laissé filer hier soir au marché après qu'il a quitté le palais de Caïphe. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. C'est la première fois de ma vie. Nous avions lancé la filature tout de suite après notre entretien, mais du côté du marché, il est allé je ne sais où, il a fait un détour si bizarre que nous l'avons perdu. Soit. Je vous déclare que je n'estime pas nécessaire de vous déférer devant le tribunal. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et personne au monde, ici, le procurateur sourit, n'aurait su en faire davantage. Réprimandez les enquêteurs qui ont perdu Judas, mais là encore, je vous préviens, je ne voudrais pas que les réprimandes aient un quelconque caractère de sévérité. En fin de compte, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour sauver cette crapule. Oui. J'ai oublié de vous demander, le procurateur se frotta le front. Comment ont-ils réussi à déposer l'argent chez Caïphe? Voyez-vous, procurateur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Les vengeurs sont entrés par l'arrière du palais de Caïphe, là où il y a une ruelle qui domine une arrière-cour. Ils ont jeté le paquet par-dessus la palissade. Avec un message? Oui, exactement, comme vous le supposiez, procurateur. Remarquez, ici, Afranius arracha le sceau du paquet et montra son contenu à Pilate. Voyons, que faites-vous, Afranius? Ce sceau, c'est sans doute celui du temple. Le procurateur ne doit pas s'inquiéter de ce genre de problème, répondit Afranius en refermant le paquet. Vous avez tous les sceaux chez vous? Demanda Pilate en éclatant de rire. Le contraire serait impossible, procurateur, répondit sans le moindre rire, très gravement, Afranius. J'imagine la scène chez Caïphe. Oui, procurateur, ça a provoqué une grande agitation. Ils m'ont fait appeler tout de suite. Même dans la pénombre, on voyait briller les yeux de Pilate. C'est intéressant. J'oserais vous contredire, procurateur. Ce n'est pas intéressant. Une affaire des plus ennuyeuses et des plus fatigantes. Quand j'ai demandé si une somme quelconque avait été payée par le palais de Caïphe, on m'a répondu catégoriquement que non. Ah tiens, ma foi, ils n'ont rien payé, donc ils n'ont rien payé. Ce sera d'autant plus difficile de retrouver les assassins. Absolument exact, procurateur.
Oui, Afranius, d'un coup, une idée m'est venue. Il ne se serait pas suicidé? Oh non, procurateur, répondit Afranius, si surpris qu'il se rejeta contre le dossier de son siège. Pardonnez-moi, mais ça c'est parfaitement invraisemblable. Dans cette ville, tout est vraisemblable. Je suis prêt à parier que dans les délais les plus brefs, ce genre de rumeur va courir dans la ville. Ici, Afranius darda son regard vers le procurateur, réfléchit et répondit « Oh, ça c'est possible, procurateur. » Le procurateur, visiblement, n'arrivait pas à se détacher de cette question du meurtre de l'homme de Kériote, même si tout était déjà parfaitement clair, et il dit avec une sorte même d'air songeur « J'aurais bien voulu voir comment ils l'ont tué. »« Il a été tué avec un art accompli, procurateur, » répondit Afranius, considérant le procurateur avec une certaine ironie. « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Veuillez prêter attention à la bourse, procurateur, » répondit Afranius. « Ma main au feu que le sang de Judas a jailli à flots. J'ai vu pas mal de morts violentes, procurateur, dans ma vie. »« Bref, il ne se relèvera pas ?»« Si, procurateur, il se relèvera, » répondit Afranius, avec un sourire philosophe. « Quand la trompette du Messie qu'ils attendent ici tous sonnera sur sa tête, mais d'ici là, il ne se relèvera pas. » Assez, Afranius, cette question est réglée. Passons à l'inhumation. Les suppliciés ont été inhumés, procurateur. Oh, Afranius, vous déférer devant une cour serait un crime. Vous méritez la récompense la plus haute. Comment cela s'est-il passé? Afranius entama son récit et raconta qu'au moment où de son côté il s'occupait de l'affaire de Judas, une escouade de la garde secrète dirigée par son lieutenant avait atteint la colline au crépuscule. Là, elle n'avait pas retrouvé un des corps sur le sommet. Pilate tressaillit. Il dit d'une voix sourde « Ah, comment ai-je pu ne pas le prévoir ?»« Vous n'avez pas à vous inquiéter, procurateur, » dit Afranius, et il poursuivit son récit. Les corps de Dismas et de Estas, dont les rapaces avaient dévoré les yeux, avaient aussitôt été ramassés, et l'on s'était lancé à la recherche du troisième corps. Celui-ci avait été retrouvé très vite. Il y avait un homme qui... « Lévi Matthieu, » dit Pilate, plus comme une affirmation que comme une interrogation. « C'est cela, procurateur ?» Lévi Matthieu se cachait dans une grotte sur le versant nord du crâne chauve, en attendant la nuit. Il avait avec lui le corps nu de Yeshua. Quand la garde était entrée dans la grotte avec des torches, Lévi avait été pris de désespoir et de fureur. Il criait qu'il n'avait commis aucun crime et que n'importe qui, selon la loi, avait le droit d'enterrer un criminel exécuté s'il en avait l'envie. Lévi Matthieu disait qu'il ne voulait pas se séparer du corps. Il était agité, criait des phrases incohérentes. Il demandait, il menaçait, il maudissait. « Il a fallu se saisir de lui » demanda Pilate d'un air sombre. « Non, procurateur, non » répondit Afranius très apaisant. « Ils sont parvenus à calmer ce fou téméraire en lui expliquant que le corps serait bien inhumé. » Lévi, après avoir fini par comprendre ce qu'on lui disait, s'est calmé, mais il a déclaré qu'il ne bougerait pas et qu'il voulait prendre part à l'inhumation. Il a dit qu'il ne partirait pas même si on voulait le tuer, et il proposait même qu'on se serve pour ça du couteau à pain qu'il avait sur lui. « On l'a chassé ?» demanda Pilate d'une voix étouffée. « Non, procurateur, non. Mon lieutenant l'a autorisé à prendre part à l'inhumation. »« Lequel de vos lieutenants était en charge ?» demanda Pilate. « Tolmaï, » répondit Afranius, et il ajouta, inquiet, « A-t-il fait une erreur ?»« Poursuivez, » dit Pilate. « Il n'y a pas eu d'erreur. En général, je commence à m'y perdre un peu, Afranius. J'ai affaire visiblement à quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Cet homme, c'est vous. » Lévi Matthieu a été chargé dans une carriole avec les corps des suppliciés, et au bout de 2 heures, ils sont arrivés à un ravin désertique au nord de Yerkalaïm. Là, le groupe, travaillant par roulement, en 1 heure de temps a creusé une fosse profonde et y a inhumé les 3 suppliciés. Nus? Non, procurateur. Le groupe avait emporté des chitons. Des bagues ont été passées aux doigts des inhumés. Pour Yeshua, avec une encoche, Dismas 2 et Estas 3. La fosse a été refermée, remblayée avec des pierres. Tolmaï connaît le repère pour retrouver l'endroit. « Ah, si j'avais pu prévoir »
reprit Pilate en grimaçant. « Il aurait fallu que je le voie, ce Lévi Mathieu. »« Il est là, procurateur. » Pilate, écarquillant les yeux, fixa Afranius un certain temps, et puis il dit « Je vous remercie pour tout ce qui a été accompli en cette affaire. Je vous demande de m'envoyer Tolmaï dès demain et de lui déclarer par avance que je suis content de lui. Et vous, Afranius ?» Ici, le procurateur sortit une bague de la poche de son ceinturon qui était sur la table et la tendit au chef de sa garde secrète. « Je vous demande d'accepter ceci en souvenir. » Afranius s'inclina et dit « Un grand honneur, procurateur. » Distribuez les récompenses au groupe qui s'était chargé de l'inhumation. Un blâme aux enquêteurs qui ont laissé filer Judas et, pour Lévi Mathieu, je veux le voir tout de suite, il me faut des détails sur l'affaire de Yeshua. « À vos ordres, procurateur, » répliqua Afranius en se mettant à reculer tout en s'inclinant, tandis que le procurateur claquait dans ses mains et s'écriait « À moi, ici, un flambeau sous le portique !» À peine Afranius sortait-il dans le jardin que dans le dos de Pilate, les serviteurs brandissaient des torches. 3 flambeaux furent aussitôt posés sur la table devant le procurateur, et la nuit de lune se retira aussitôt dans le jardin, comme si Afranius l'avait emporté avec lui. Afranius fut remplacé sur le balcon par un petit inconnu tout chétif à côté du centurion géant. Ce dernier, sur un regard du procurateur, recula aussitôt dans le jardin et disparut. Le procurateur examinait le nouveau venu d'un regard avide et un peu effrayé. C'est ainsi que l'on regarde quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler, quelqu'un à qui l'on a pensé soi-même et que l'on découvre enfin. Le nouvel arrivant avait la quarantaine, il était noir, en guenilles, maquillé de boue séchée. Il regardait comme un loup par en dessous. Bref, il était tout sauf avenant et ressemblait plutôt à un mendiant de la ville, comme il y en avait des foules qui se pressaient sur les terrasses du temple ou les marchés de la bruyante et sale ville basse. Le silence dura un bon bout de temps et ce qui le brisa fut le comportement étrange de celui que l'on avait amené devant Pilate. Il avait changé d'expression, avait chancelé, et si, de sa main sale, il ne s'était pas retenu à un coin de la table, il serait tombé. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demanda Pilate. « Rien, » répondit Lévi Mathieu, et il fit un mouvement comme de déglutition. Son cou, maigre, nu et sale, s'était gonflé, puis raplati. « Qu'est-ce que tu as ?»« Réponds, » répéta Pilate. « Je suis fatigué, » répondit Lévi, et il lança un regard sombre vers le sol. « Assieds-toi, » dit Pilate, et il lui indiqua un siège. Lévi posa un regard méfiant sur le procurateur, fit un mouvement vers le siège, lorgna, non sans frayeur, les accoudoirs dorés et s'assit, non pas dans le siège, mais à côté par terre. « Explique-moi pourquoi tu ne t'es pas assis dans le fauteuil ?» demanda Pilate. « Je suis sale, je le salirai, » dit Lévi les yeux baissés. « On va te donner à manger tout de suite. »« Je n'ai pas faim, » répondit Lévi. « Pourquoi mentir ?» demanda doucement Pilate. « Tu n'as pas mangé de la journée, et si ça se trouve depuis plus longtemps. »« Bon, très bien, ne mange pas. Je t'ai convoqué pour que tu me montres le couteau que tu avais. »« Les soldats me l'ont confisqué en me faisant entrer ici, » répondit Lévi, et il ajouta sombrement, « Rendez-le-moi, parce qu'il faut que je le rende à son propriétaire à qui je l'ai volé. »« Pourquoi ?»« Pour couper les liens, » répondit Lévi. « Marcus !» cria le procurateur, et le centurion parut près d'une colonne. « Donnez-moi son couteau. » Le centurion sortit de l'un de ses fourreaux un couteau à pain boueux, le remit au procurateur et s'éloigna. « À qui as-tu pris le couteau ?»« Je l'ai pris dans une boulangerie, à la porte d'Hébron, à l'entrée de la ville, tout de suite à gauche. » Pilate considéra la large lame, essaya le fil avec le doigt, et dit « Pour le couteau, ne t'en fais pas, le couteau, on le rendra au boulanger. Et maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Montre-moi le parchemin que tu portes sur toi, et où sont inscrites les paroles de Yeshua. » Lévi lança un regard haineux à Pilate, et sourit d'un sourire si mauvais que son visage perdit toute apparence humaine. « Vous voulez tout confisquer ? La seule chose que je possède ? » demanda-t-il. « Je ne t'ai pas dit « donne », répondit Pilate, « je t'ai dit « montre ». Lévi fouilla dans sa tunique et en sortit un rouleau de parchemin. Pilate le prit, le déroula, le mit dans la lumière entre les torches,
et plissant les yeux se mit à étudier les signes peu déchiffrables tracés à l'encre. Il était difficile de comprendre ces lignes maladroites et Pilate grimaçait, le tronc baissé, le nez sur le parchemin suivant les lignes du doigt. Il parvint néanmoins à comprendre que ce qui était écrit était une suite incohérente d'on ne savait quelle sentence, d'on ne savait quelle date, de notes quotidiennes et d'extraits de poèmes. Il y avait des passages que Pilate parvint à lire. La mort n'existe pas. Hier, nous avons mangé des bacourottes de printemps très sucrées. Grimaçant sous l'effort, Pilate, les yeux plissés, lisait. Nous verrons la lumière pure de la source de vie. L'humanité regardera le soleil à travers un cristal transparent. Ici, Pilate tressaillit. Parmi les dernières lignes du parchemin, il déchiffra les mots d'un vice plus grand, la lâcheté. Pilate roula le parchemin et d'un geste brusque le rendit à Lévi. « Prends, dit-il, et après un court silence, il ajouta « Je vois que tu es un homme de livres et tu n'as aucune raison de rester seul et d'errer par le monde sans abri dans ces habits de mendiant. À Césarée, j'ai une grande bibliothèque, je suis très riche et je veux te prendre à mon service. Tu déchiffreras et tu conserveras les papyrus. Tu mangeras à ta faim. Tu seras vêtu. » Lévi se leva et répondit « Non, je ne veux pas. »« Pourquoi ?» demanda le procurateur, se rembrunissant. « Je te suis désagréable? Tu as peur de moi ?» Le même sourire mauvais déforma le visage de Lévi et il dit « Non, c'est toi qui auras peur de moi. Tu crois que ce sera facile pour toi de me regarder dans les yeux après que tu l'as tué ?»« Tais-toi !» répondit Pilate. « Accepte l'argent. » Lévi secoua la tête, mais le procurateur continua. « Je sais que tu te considères comme le disciple de Yeshua, mais je te dirais que tu n'as rien compris à ce qu'il t'a enseigné. Si ça avait été le cas, tu n'aurais pas manqué d'accepter quelque chose. N'oublie pas qu'avant de mourir, il a dit qu'il n'accusait personne. » Pilate leva le doigt gravement. Son visage tressaillait. « Lui, à ta place, il aurait accepté à coup sûr. Tu es cruel, et lui, il n'était pas cruel. Où iras-tu » Lévi s'approcha soudain de la table, s'appuya dessus de ses deux mains et, fixant le procurateur de ses yeux brûlants, il lui chuchota. « Tu dois savoir, Hégémon, que je vais tuer un homme à Yerkalaïm. Je tiens à te le dire pour que tu saches que le sang coulera encore. » « Moi aussi, je sais qu'il coulera encore, » répondit Pilate. « Tes mots ne m'étonnent pas. C'est moi, bien sûr, que tu veux tuer. »« Toi, on ne me laissera pas te tuer, » répondit Lévi avec un sourire qui lui découvrit les dents. « Et je ne suis pas bête au point de compter là-dessus. Non, je vais tuer Judas de Cariote. À ça, je consacrerai le restant de mes jours. » Ici, la jouissance se lut dans les yeux du procurateur, et du doigt, faisant signe à Lévi d'approcher, il lui dit « Ça, tu n'y arriveras pas. Inutile de te mettre en peine, on l'a déjà tué cette nuit. » Lévi se recula d'un bond, les yeux fous, et cria « Qui a fait ça ?»« Ne sois pas jaloux, » répondit Pilate en montrant les dents, et il se frotta les mains. « Je crois qu'il avait des disciples en dehors de toi. »« Qui a fait ça ?» répéta Lévi en chuchotant. Pilate lui répondit « C'est moi qui l'ai fait. » Lévi ouvrit la bouche, fixa le procurateur, et celui-ci lui dit tout bas « Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même moi qui l'ai fait. » Et il ajouta « Bon, maintenant tu accepteras quelque chose. » Lévi réfléchit, s'adoucit, et finit par dire « Fais-moi donner un morceau de parchemin vierge. » 1 heure passa. Lévi avait quitté le palais. À présent, seul le bruit étouffé du pas des sentinelles dans le jardin violait le silence de l'aube. La lune pâlissait rapidement, et à l'autre bout du ciel on pouvait voir la petite tache blanche de l'étoile du matin. Les flambeaux étaient éteints depuis longtemps, le procurateur était allongé sur sa couche, la main sous la joue. Il dormait et respirait sans bruit. Banga dormait auprès de lui. Ainsi se leva l'aube du 15e jour de Nisan pour le 5e procurateur de Judée, Ponce Pilate.